Merci, bonjour à tous. Donc, on va changer un petit peu de sujet, on va parler de génétique maintenant. Et je vais essayer de vous faire, dans les 5 minutes qui me restent avant l'heure officielle du déjeuner, un petit guide pratique sur la prescription dans le cadre de la préindication maladies respiratoires rares dans le cadre du plan France Génomique 2025. Donc, juste pour vous resituer le contexte, ce plan a été lancé en 2016 avec pour objectif d'intégrer la médecine génomique dans le parcours du soin du patient. C'est bien un programme de soins et pas de recherche qui a été mis en place. De permettre un accès homogène à tous, sur tout le territoire, aux analyses pangénomiques, puisque avant ce plan, selon si vous étiez affilié à un centre de recherche ou pas, il était plus ou moins facile d'avoir accès à ces analyses exomes ou génomes entiers. Et enfin, de développer toute une filière autour de cette médecine génomique, à la fois une filière médicale, scientifique et industrielle. Alors, dans le cadre de la mise en place de ce plan, il a été développé 2 laboratoires pilotes pour le séquençage très haut débit. Le laboratoire Sequoia, qui couvre donc une grande moitié nord-ouest de la France, et Oragen pour le reste du territoire. Donc, pour accéder à ce séquençage très haut débit, il a été défini des préindications qui ont été initialement sélectionnées donc par la HAS, puis validées par le comité de suivi du plan France Médecine Génomique 2025. Et il est prévu dans un deuxième temps que ces préindications soient évaluées par la HAS dans le but de les inscrire à la nomenclature, mais ça se fera vraiment à plus ou moins long terme. À ce jour, il existe 72 préindications, donc 59 dans le cadre des maladies rares qui ont été mises en place en partenariat avec toutes les filières maladies rares, 2 préindications pour l'oncogénétique et 11 en cancérologie. Ces préindications ont été mises en place par phases successives. Il y a eu 3 grandes phases en 2019, en 2020 et en 2021. Et en 2020, il y a eu une première préindication qui a été acceptée dans le cadre de la filière Respifil, qui était donc forme inexpliquée d'hypertension pulmonaire isolée de l'enfant et familiale de l'adulte. Entre la phase de 2020 et 2021, il y a eu également une extension de certaines de ces préindications, et ça a concerné cette préindication forme inexpliquée de l'HTAP, qui a été étendue donc à maladies respiratoires rares pour inclure un plus grand nombre de pathologies incluses dans la filière Respifil. Et donc pour chaque préindication, il existe un clinicien et un biologiste de référent, et dans le cadre de la préindication maladies respiratoires rares, le clinicien référent est le professeur David Montagny, et je suis la biologiste référente pour cette préindication. Donc, pour ce résumé, il y a une préindication unique qui s'appelle maladie respiratoire rare, mais qui inclut différentes sous-thématiques de la filière. Donc, une première qui est l'HTAP, donc l'hypertension artérielle pulmonaire et la maladie véno-occlusive pulmonaire. Une deuxième thématique sur les pneumopathies interstitielles diffuses, les anomalies du développement pulmonaire, les bronchiectasies idiopathiques, la dyskinésie ciliaire primitive et l'hypoventilation centrale. Et donc, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents critères d'inclusion pour ces différentes sous-thématiques sur le site du plan France Médecine Génomique 2025. Donc, je ne vais pas vous détailler ici tous ces critères qui ont donc été définis par des experts de chacune de ces pathologies. Donc, je vous présente ici le parcours général d'une préindication, partant de la RCP d'amont jusqu'au rendu du résultat, et je vais revenir en détail sur certaines de ces étapes pour essayer de vous donner quelques informations pratiques et les spécificités de la préindication maladie respiratoire rare. Donc la première étape, c'est la RCP d'amont pour valider l'indication. Donc quand le prescripteur identifie un patient qui serait éligible au séquençage très haut débit, donc sur des critères cliniques définis que vous pouvez consulter sur le site du plan France Médecine Génomique, et que ce patient a eu une enquête génétique de première intention négative, j'insiste, c'est important,
dans les critères d'inclusion pour le WGS, il est important que le patient ait d'abord eu une analyse, donc généralement en panel maintenant, qui est négative. Le prescripteur va alors informer le patient de la possibilité de ce séquençage très haut débit. Et le prescripteur va alors inscrire ce patient au sein d'une RCP d'amont pour valider l'indication. Et donc c'est là où, dans le cadre de la préindication maladie respiratoire rare, une préindication unique, mais 6 RCP distinctes correspondant à chacune des sous-thématiques que j'ai évoquées précédemment. Donc vous avez ici le nom des responsables de chacune de ces RCP. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur comment inscrire vos patients dans ces différentes RCP sur le site de la filière Respifil. Et donc c'est chacune de ces RCP qui est responsable de la validation clinique de l'indication pour les patients. Vient alors une petite étape sur ce schéma, mais qui n'est pas si simple que ça, c'est la partie e-prescription, qui n'est pas forcément très intuitive. Donc, il existe 2 logiciels de e-prescription selon la plateforme dont vous dépendez. On n'a pas pu faire les choses simplement. Donc, si votre prescription est sur le territoire de Sequoia, vous allez devoir inscrire votre patient dans l'outil SPICE. Et si votre prescription dépend du territoire Oragène, vous allez devoir inscrire votre patient dans un outil qui s'appelle Hygiene. Que ce soit dans l'un ou l'autre des outils, la création du dossier se fait au nom de la préindication maladie respiratoire rare, quelle que soit la sous-thématique et la RCP qui a validé l'indication en amont. Et la création de ce dossier nécessite donc pour le prescripteur d'avoir un compte dans l'un ou l'autre des outils et de renseigner un certain nombre d'informations cliniques, fiches RCP, résultats génétiques préalables, qui seront ensuite très utiles aux biologistes pour pouvoir interpréter ces résultats. Donc là, je vous ai mis un exemple juste dans SPICE de ce que vous allez avoir à saisir comme information quand vous rentrez le dossier de votre patient. Et puis ici, juste pour vous illustrer, donc que tous les dossiers, alors c'est pas très net, mais tous les dossiers sont sous l'indication maladie respiratoire rare, quelle que soit la RCP qui a validé l'indication. Là, ce sont des dossiers anciens où, à l'époque, ça s'appelait encore forme inexpliquée d'hypertension pulmonaire. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul pour réaliser ces e-prescriptions. Vous pouvez avoir des informations sur le site des laboratoires, que ce soit Sequoia ou Oragène. Vous avez ici les adresses de sites internet. Et je vous ai mis l'exemple du site Sequoia, où il y a un espace dédié aux prescripteurs avec un certain nombre d'informations pour aider à la prescription, et puis des petits tutoriels vidéo aussi. Et puis, si vous avez besoin d'une aide plus concrète également, il a été mis en place des chargés de parcours génomique, qui sont des personnes localisées partout sur le territoire, que ce soit Sequoia ou Oragène, et qui sont là pour vous aider à réaliser ces prescriptions et à suivre tout ce parcours de prescription pour les analyses plan génomique. Donc vous pouvez, sur le site du plan France Médecine Génomique, là encore, retrouver le nom et les coordonnées du chargé de parcours génomique dont dépend votre CHU, votre hôpital. Voilà. Alors je mentionne juste ici une petite étape, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, donc les 6 RCP sont responsables de la validation clinique de l'indication. Le prescripteur va faire sa e-prescription. Et ensuite, l'ensemble des prescriptions de la préindication doit être validé par le responsable coordonnateur au niveau national de la préindication, qui est David Montagny. Donc, quelle que soit la thématique, David doit, lui, faire un petit clic informatique pour valider toutes ces prescriptions avant de poursuivre le parcours. Donc, l'étape suivante, c'est la consultation médicale pour organiser la signature de consentement spécifique. Ils sont disponibles sur le site des plateformes Sequoia ou Oragène. Ce sont des documents spécifiques pour ces analyses. Ces consentements, une fois signés, doivent être importés dans l'outil de e-prescription, soit SPICE, soit Hygiene. Et
il doit également être réalisé des prélèvements spécifiques pour ces analyses, donc sur des prélèvements sanguins sur tube DTA, mais qui doivent être adressés directement au laboratoire, soit Sequoia, soit Auragen, par un transporteur dédié. Donc là encore, vous avez un certain nombre d'informations pour vous aider dans ces étapes sur le site des plateformes. Là encore, l'exemple de la plateforme Sequoia. Et puis, là encore, les chargés de parcours génomiques sont là pour vous assister dans ces étapes de signature des consentements et envoi des prélèvements. Donc, une fois les prélèvements réalisés, donc ils sont donc adressés au laboratoire, soit Sequoia, soit Auragen, où le séquençage très haut débit est réalisé. Et vient ensuite l'étape des résultats et de l'interprétation de ces résultats. Donc, les laboratoires de séquençage fournissent des résultats bruts qui doivent ensuite être interprétés par des biologistes. Ces biologistes doivent être bien sûr agréés par l'Agence de biomédecine, mais également habilités par les plateformes pour l'interprétation de ces analyses de séquençage très haut débit. Et là encore, le résultat de ces analyses est disponible au nom de la préindication maladie respiratoire rare. On n'a pas l'information de savoir si c'est une PID, une HTAP au niveau de l'outil d'interprétation. Donc là encore, les outils d'interprétation sont au nombre de 2, selon que l'on dépend de Sequoia ou de Auragen. Pour le laboratoire Sequoia, c'est un outil qui a été développé en interne qui s'appelle GLIVS. Et au sein du laboratoire Sequoia, l'organisation est qu'il y a un biologiste interprétateur dédié en fonction de la sous-thématique de la préindication, ce qui permet un suivi par rapport au RCP d'amont. Donc vous avez ici les différentes thématiques avec les différents biologistes en charge de ces interprétations. Et donc pour avoir l'information de quel biologiste doit prendre en charge quel dossier, puisque ce n'est pas disponible dans GLIVS, il faut retourner dans SPICE, voir les informations qui ont été déposées par le clinicien pour savoir s'il s'agit, là encore, d'une hypoventilation centrale, d'une PID, ou voilà. Donc c'est une petite gymnastique entre les différents outils. Et puis, au niveau du laboratoire Auragen, l'outil est en train de changer. À terme, ça va être SecOne qui va être utilisé. Je crois que c'est actuellement en cours de test. J'avoue, je connais un petit peu moins bien le fonctionnement d'Auragen. Et là, c'est un pool de biologistes locaux qui va valider ces analyses et les mettre à disposition du clinicien. Alors, juste à titre d'exemple, je vous ai mis une sortie de résultats dans GLIVS, donc pour une analyse classique en trio, donc un cas index et les 2 parents. Et donc vous voyez qu'il y a à peu près 7 millions de variants qui sont issus de cette analyse. Donc évidemment, il faut les filtrer, les trier pour aller identifier un ou plusieurs variants candidats au sein de cette liste. Donc bien évidemment, on utilise des outils de base de données, des données génétiques. Mais un point extrêmement important pour ce filtre des variants candidats, c'est l'échange clinico-biologique. C'est vraiment essentiel pour le biologiste d'avoir un maximum d'informations cliniques pour pouvoir mettre en évidence des variants candidats. Donc ces données, ça peut être celles que vous avez rentrées initialement dans SPICE ou dans iGene. Ça peut aussi prendre la forme d'une discussion simple entre le biologiste et le prescripteur, ou de façon un petit peu plus formelle, avec des réunions d'interprétation clinico-biologique ou des RCP d'aval. Et donc, à l'issue de ces échanges, de cette interprétation, il est émis un compte-rendu d'examen biologique qui va être mis à disposition, soit dans l'outil SPICE, soit dans l'outil iGene. Et donc là, je vous ai mis un exemple de compte-rendu issu de la plateforme Sequoia. Et donc, on arrive à la fin de ce parcours avec la restitution du résultat aux patients, ce qui est quand même la finalité de ces analyses. Et donc, pour vous résumer, nous avons donc une préindication unique, maladie respiratoire rare, qui se découpe en 6 sous-thématiques. Il va y avoir une RCP d'amont pour chacune de ces sous-thématiques qui va valider l'indication au séquençage très haut débit. Le prescripteur va ensuite réaliser l'e-prescription
pour envoyer ce séquençage sur les plateformes dédiées au nom de la préindication maladie respiratoire rare. Il va y avoir une interprétation clinico-biologique des résultats en fonction de chacune des pathologies initiales et un rendu du compte-rendu, une émission de compte-rendu et un rendu du résultat à l'issue de ces analyses. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé, même si ce n'est pas forcément simple, hein, même pour nous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, pardon, oui, voilà, la restitution des résultats aux patients, bien évidemment, et l'adaptation de sa prise en charge en fonction de la pathologie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation synthétique d'un outil qui est à la fois formidable, mais qui reste quand même d'utilisation un tout petit peu complexe. J'imagine qu'il y a des questions, des commentaires. Nadia. Merci Mélanie. Juste un témoignage en fait, parce que ça fait très 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 peur. Et en fait, les assistants de prescription font tout. Donc, c'est pour ça, oui, voilà. voilà. Si pire de prescrire. Non, ça fait peur comme ça, mais en fait, une fois qu'on le fait, je pense que on se rend compte qu'effectivement, il y a une assistance, une aide importante de ces chargés de parcours génomique qui n'existait pas au début du plan. Et je pense que ça a été vraiment une demande des prescripteurs et un vrai plus pour améliorer la fluidité de ces prescriptions. C'est un point clé, il y en a dans tous les centres. Chaque centre on peut trouver dans son coin, dans sa région. Voilà, il n'y en a pas dans chaque centre, mais il y a, pour chaque région, en tout cas, il y a une chargée de parcours génomique qui est rattachée éventuellement à différents CHU d'une région. Et vous avez les coordonnées sur le site du plan France Médecine Génomique. Et donc, j'avais une question sur le rendu des résultats. Donc, il y a 7 millions de variants qui sortent. Et puis, un rendu. Est-ce qu'à un moment donné, les données seront disponibles? Sous quelles conditions elles sont disponibles pour la recherche? Alors, il y a un aspect recherche là, dont je n'ai pas parlé, mais effectivement, il y a le CAD qui est le collecteur de données et vous pouvez, quand vous avez un projet de recherche, déposer un projet auprès de ce CAD pour avoir accès à des données en fonction d'une préindication, d'un groupe de patients. Voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc, il y a ce versant recherche qui va effectivement se mettre en place. Juste une question pratique. La personne qui interprète, le biologiste qui interprète, il a la connexion avec le prescripteur? Parce que vous disiez que c'était intéressant d'avoir ces discussions. Et effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que... Alors, oui, on a toujours le nom du prescripteur, donc on peut revenir vers lui pour échanger, pour discuter. Sur Sequoia, c'est vrai qu'en tout cas, nous, pour l'HTAP, les biologistes et les cliniciens échangent déjà en amont au niveau de la RCP de validation des indications. Donc, il y a l'information sur l'identité du prescripteur pour pouvoir échanger. Je trouve que c'est vraiment une discussion qui est importante parce que, à mon avis, c'est essentiel. Hein. Je suis complètement d'accord. Ouais. Non, c'est sûr, mais je trouve que cet échange comme ça me semble intéressant dans la progression de l'interprétation parce que on sait bien qu'une interprétation, elle peut être très, très dépendante en fait de cette discussion et il peut y avoir un questionnement. Je trouve que c'est assez intéressant cet échange potentiel. C'est essentiel. Juste une petite question pratique. Quelle est la durée du coup du rendu des résultats? Qu'est-ce qu'on dit aux familles? Je sais, c'est la question. C'est variable. Tout dépend entre le moment de où on part. La validation de l'indication, après le temps, parfois, elle peut être un peu long pour avoir les consentements, l'envoi des prélèvements. Les plateformes annoncent généralement 1 mois ou 2 à partir du moment où ils ont les prélèvements pour réaliser le séquençage et mettre à disposition les données aux biologistes. Et puis après, ça dépend du temps du biologiste pour interpréter ces résultats et des échanges qu'il peut y avoir
Donc il y a des filières, des circuits d'urgence pour certaines pathologies ou certaines indications où les rendus peuvent être extrêmement rapides, en 3 semaines, 1 mois, et puis d'autres dossiers qui peuvent être beaucoup plus longs. En attendant qu'on amène le micro à Philippe Bognaud, vous avez une notion de chiffre ? Aujourd'hui, il y a eu 100 tests, 1000 tests, 10 000 tests dans notre indication, pré-indication. Alors, ou peut-être que David sait, puisque c'est toi qui les valide. Pour l'instant, sur Sequoia, parce que je n'ai pas forcément la visibilité sur Oragène, je pense que nous en sommes peut-être à entre 20 et 30 dossiers. Mais il faut voir que ça a été l'extension date de début 2021. Vous avez été très impacté par le Covid et les services de pneumologie n'ont pas forcément été très disponibles pour ce genre de préindication. Donc là, ça commence vraiment à se mettre en place. On voit une montée en puissance et des prescriptions. Donc ça va ne faire. Je pense qu'après cette session, vous allez avoir beaucoup plus. Parce que là, on voit bien. Pas trop. Alors il va falloir recruter des biologistes aussi. On a été un peu déniaisé là quand même. Donc on a vu la complexité, mais on a vu aussi que c'était accessible. C'est accessible. Merci beaucoup.